Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour une autre vidéo de la finance d'entreprise autrement. Le thème de ce soir porte sur le financement des entreprises. Et ici, quand même de rappeler que le grand problème qui mine les entreprises aujourd'hui, c'est le problème de financement ou de levée de fonds au niveau des banques. Nous savons qu'il y a plusieurs types de financement, mais aujourd'hui nous allons parler spécifiquement du financement bancaire. Comment les entreprises peuvent se faire financer au niveau des banques. Alors, nous savons que la banque joue un rôle important, sinon un rôle crucial, dans le financement des entreprises. Mais le problème se pose au niveau des fonds que possède la banque. Parce que les fonds que possède la banque n'appartiennent pas aux banquiers, vous devez le savoir, mais c'est de l'argent des uns que le banquier prend pour donner aux autres. Donc le banquier fait ce qu'on appelle de l'intermédiation financière. Bon, j'allais dire que le banquier gère l'argent des autres. Et lorsqu'on gère l'argent des autres, il faut le faire avec beaucoup de tact et de circonspection. C'est pourquoi le banquier est, on peut dire, frileux vis-à-vis de certains projets. Il faudrait qu'il se rassure si vraiment le projet peut être en mesure de rembourser le crédit sans difficulté. Alors, ce que les chefs d'entreprise doivent savoir, c'est que lorsqu'on veut travailler en partenariat, il faut connaître ce que l'autre veut ou ce que l'autre aime. Le chef d'entreprise doit savoir quels sont les ratios dont le banquier utilise ou que le banquier utilise pour essayer d'apprécier votre projet. Premièrement, on va essayer de parler des ratios du banquier. Nous allons en citer 3. Le premier ratio que le banquier veut d'abord calculer dans votre projet, c'est le ratio d'endettement. Ce ratio d'endettement est très important parce qu'il permet de savoir si votre dette est susceptible de rembourser le prêt sans difficulté. Je précise, sans difficulté. Alors, comment on fait pour calculer ce ratio? Évidemment, on fait le rapport entre les fonds propres et les dettes à long et moyen terme, qu'on va multiplier par 100. Et la règle générale voudrait que le ratio soit, ou l'idéal en fait voudrait que ça soit de 1 contre 1 ou 1 pour 1. Autrement dit, si vous avez besoin d'1 million, le banquier souhaiterait que vous puissiez avoir des fonds propres d'1 million. Mais on peut négocier cette règle jusqu'à 1 pour 2,5%. 2,5 j'allais dire, sinon 25% de votre garantie financière. Alors si vous avez besoin d'1 million en banque, évidemment, le banquier souhaiterait que dans votre compte, non seulement que ce compte doit être mouvementé, mais il faudrait que vous ayez au moins une garantie financière. Comme on le dit, on ne prête que à celui qui a. Pour ne pas dire qu'on ne prête que riche. Mais sinon, vous devez avoir des fonds propres avant que le banquier vous donne son argent. C'est le premier ratio. Le deuxième ratio, c'est le ratio de la capacité de remboursement. Et ça, également, c'est un très bon ratio que vous devez savoir. Et je souhaite même qu'avant d'aller voir le banquier, vous puissiez le calculer dans votre bureau. Comment ça se calcule? Eh bien, on fait le rapport entre les dettes à long et moyen terme et la CAF, donc la capacité d'autofinancement, ou bien les BE. Donc, vous faites le rapport entre les dettes à long et moyen terme sur la CAF ou sur les BE, qu'on va multiplier cette fois-ci par 360 jours. Ça veut tout simplement dire qu'il faudrait que ce ratio soit inférieur à 4 ans. Si l'on constatait que ce ratio est supérieur à 4 ans, ça veut tout simplement dire que votre entreprise est incapable de rembourser le crédit et vous risquez d'avoir un refus ou un avis défavorable, ce qui n'est pas une bonne chose. Et le troisième ratio du banquier, évidemment, c'est le ratio de couverture des dettes. Et ce ratio se calcule comment? Évidemment, on fait la marge brute d'autofinancement sur les frais financiers plus l'annuité de remboursement, encore appelé le service de la dette. Alors, ce ratio également doit être inférieur à 4 ans. Et si vous êtes capable ou vous n'arrivez pas à atteindre 4 ans dans le calcul, évidemment, le banquier pense que vous n'êtes pas capable de couvrir votre dette ou les risques liés à la dette. Alors, il est très important que vous puissiez retenir, mes chers amis, que ces 3 ratios sont vraiment importants. Il faudrait que vous puissiez les calculer avant d'aller voir le banquier. Si vous trouvez que ces ratios ne concordent pas ou vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, sinon la règle imposée par la banque, vous devez à tout prix faire un effort de vous conformer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les risques. Alors, le banquier
a une forte aversion vers le risque. Le banquier ne manque pas d'imagination. Et le banquier pense que l'activité qu'il est en train de faire, c'est une activité risquée. Comme j'ai dit au départ, le banquier prend l'argent des uns pour donner aux autres. Et pour faire ce travail, il faut le faire avec beaucoup de tact et de circonspection. Alors, le banquier a beaucoup d'imagination, comme j'ai dit. Et le premier risque que le banquier voudrait que vous puissiez couvrir, c'est le risque pays. Alors, le risque pays, beaucoup de gens ne savent pas que le banquier regarde dans quel pays il se trouve. Il sait que chaque pays a des risques inhérents à son environnement. Le risque pays peut être, on peut faire allusion au risque politique. Donc, les risques de troubles sociaux, les risques de démocratie, les risques politiques, j'ai dit, les troubles sociaux, les risques des élections, les risques d'expropriation. Voilà. Tous ces risques-là font partie des risques pays, les risques de tremblement de terre, de séisme, de tempête. Tout ça fait partie des risques pays. Si votre pays est construit sur des plaques tectoniques, vous voyez que vous êtes assujetti à des tremblements de terre ou des séismes. Et le banquier voudrait savoir, au cas où ce risque se réalisait, comment allez-vous faire pour rembourser ce crédit? Il faudrait rassurer le banquier. N'oubliez pas que le chef d'entreprise doit convaincre et rassurer le banquier. Alors, nous vous proposons deux solutions de couverture de ce risque. La première, c'est de mettre en place un plan de contingence. Et la deuxième solution, c'est de mettre en place un plan de continuité d'exploitation. Alors, vous trouverez tout ce que je suis en train de dire dans le livre que j'ai écrit, qu'on appelle Investissement et financement, rédigé par Émérite Tyrone Dibamba. Pour tous ceux qui veulent s'en acquérir, vous voyez le numéro qui est au bas de votre écran. Vous nous appelez et nous pourrons vous donner ce livre. Et pourquoi pas vous former dans la gestion de ces risques. Alors, le deuxième type de risque, c'est le risque de taux de change ou risque de marché. Et vous savez que le marché n'est pas stable. Le marché des devises n'est pas stable, il y a toujours une fluctuation des devises. Alors, le risque de taux de change est un risque lié à la variation positive ou négative des devises. La devise varie par rapport aux circonstances, par rapport aux conditions, par rapport aux situations qui peuvent survenir dans la société. Évidemment, il faut regarder, si vous êtes importateur ou exportateur, quels sont les instruments que vous allez mettre en place pour ne pas subir des pertes financières. Parce que lorsque la devise augmente, si vous êtes importateur, vous comprenez que vous allez acheter vos matières premières ou vos marchandises très élevées. Et ce prix va se répercuter sur votre prix de vente, et ce qui n'est pas une bonne chose dans un marché concurrentiel. Il faut donc dire au banquier ce que vous allez faire pour que ce risque soit couvert. Et nous vous proposons également des instruments de couverture. Mais déjà, j'allais vous dire, parmi les 3 instruments que nous avons proposés, il y a l'instrument qu'on appelle le warrant, il y a le termaillage et le netting. Tout cela, vous allez le trouver en détail dans le livre dont j'ai fait allusion, Investissement et financement, rédigé par Émérite Tyrone Dibamba. Il y a également, bien sûr, le risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, c'est un risque lié à l'insolvabilité de l'entreprise, bien sûr, elle-même, mais aussi à l'insolvabilité des clients principaux de l'entreprise. Si votre client est insolvable, il va de soi que vous également vous serez insolvable vis-à-vis du banquier, surtout vos clients principaux, ceux qui font vraiment votre chiffre d'affaires. Si ces clients sont insolvables ou si ces clients veulent faire faillite, il y a des répercussions graves. C'est pourquoi il faut couvrir ce risque. Le banquier voudrait que vous lui dites, comment allez-vous couvrir ce risque si ça arrivait? Celui qui vous verse de l'argent ne paye plus. Comment allez-vous faire pour rembourser le crédit? Il faudrait mettre en place des instruments. Et j'ai dit que tout ça, vous allez le trouver dans le livre. Et si vous voulez vous faire former, vous venez auprès de notre entreprise qu'on appelle Emerald Service. Vous aurez toutes les références au bas de votre écran pour que nous puissions vous former dans la couverture de ces genres de risques. Mais il y a plusieurs types de risques que nous avons consignés toujours dans ce livre, qu'on ne peut pas exposer ici. Mais vous comprenez que le banquier ne manque pas d'imagination, bien que votre étude de faisabilité soit bonne, mais le banquier pourra vous avoir au niveau des risques. Et généralement, les chefs d'entreprise ne voient pas la situation des risques parce qu'évidemment, ce métier exige que nous puissions prendre des risques, c'est vrai, mais comme on dit qu'il ne risque rien à rien, mais ces risques doivent être calculés. Le banquier veut calculer le risque, veut savoir si l'argent qu'il va vous donner sera bien géré et surtout sera remboursé sans difficulté. Voilà le deuxième point. Le troisième point qu'on voulait vous parler aujourd'hui, évidemment, il s'agit du rôle du promoteur du projet. Quel est vraiment le rôle du promoteur du projet? Quand vous amenez votre projet auprès du banquier, qu'est-ce que vous lui présentez?
il faudrait d'abord savoir que lorsqu'on veut rencontrer le promoteur ou le banquier, vous devrez le convaincre et le rassurer que le crédit que vous allez prendre sera remboursé sans difficulté. Quand je dis sans difficulté, ça veut dire qu'il n'y aura pas de procédures judiciaires par la suite. Il faut rassurer le banquier. Évidemment, pour le rassurer, il faut présenter certains documents. Donc, des études et des contre-études, faire des simulations financières, des projections financières, si possible faire des visites sur le terrain. Alors, tous ces documents, il faudrait que vous puissiez les avoir par devers vous pour le convaincre. Et l'enjeu ici, c'est de faire en sorte que vous puissiez réaliser un tour de table avec le banquier afin de négocier les meilleurs taux d'intérêt. Voilà le rôle du promoteur du projet. Mais nous savons que lorsque nous faisons ce travail, il faut que nous puissions suivre une procédure, le déroulement de l'instruction. Il y a des phases qu'on doit mettre en exergue avant de réussir un décaissement de crédit. Et je voulais vous dire que le banquier n'accorde pas le crédit à qui le veut. C'est vrai qu'aujourd'hui, les banquiers sont traités des payeurs. Les banques d'aujourd'hui sont des payeurs. Une fois que vous payez les salaires, n'accordent pas les crédits. Mais vous devez comprendre que c'est un métier difficile. Et pour gérer ou travailler avec quelqu'un qui gère ou travaille dans un métier difficile, il faut le connaître. Il faut connaître tous les aspects parce que vous ne pouvez pas travailler sans le banquier. Il faut connaître ce que le banquier veut. Si possible, anticiper ce que le banquier veut faire. C'est pourquoi vous devez vous faire former et lire le livre que nous avons écrit. Ce livre-là renferme pratiquement tout ce qu'il faut par rapport à notre petite expérience en matière de structure financière. Vous devrez donc lire ce livre et vous faire former. Alors, je voulais vous parler des 4 phases que vous devez respecter. La première phase, c'est la phase d'identification. Dans cette phase, c'est la structure où le promoteur du projet doit constituer cette phase ou cette étape ou cette instance d'identification qui permettra de savoir comment l'on rédige la lettre de financement ou de demande de financement. Il faut savoir comment rédiger la lettre de demande de financement. Dans cette phase, vous devez produire tous les documents possibles et parmi ces documents, vous avez les états financiers certifiés des 3 dernières années. Vous devez présenter le plan de financement, le schéma des garanties, le plan d'affaires et si possible des projections financières. Il faudrait que vous puissiez présenter tous ces documents au niveau de cette instance. Il y a une deuxième phase qu'on appelle le comité ou la phase du comité de projet. Au niveau de cette phase, et vous devez rédiger bien sûr les diligences anti-blanchiment. Il faut les avoir avant d'aller voir le banquier. Les diligences environnementales. Il faut démontrer au banquier que votre projet n'empiète pas, sinon n'entrave pas, ne dégrade pas l'environnement. Et puis, il faut faire une étude d'impact sur le développement. Il faut essayer de regarder s'il y a un contrat de confidentialité qu'il faut signer avec la banque. Il y a une autre instance ou une autre phase qu'on va appeler la phase d'investissement ou la phase du comité d'investissement. À ce niveau-là également, il faut regarder qu'est-ce qu'il faut présenter au banquier. Tout ça, je vous ai dit, ça se trouve dans le document. On ne peut pas tout dire ici, mais vous devez savoir que lorsque vous respectez toutes ces phases, on peut arriver facilement au décaissement du crédit. Parce que le but, c'est que le crédit soit décaissé. Je voulais insister sur le fait que la garantie matérielle que vous avez, que vous détenez, n'est pas l'élément qui va susciter ou va permettre au banquier de vous accorder le crédit. Non. Je vous ai dit, le banquier veut d'abord avoir une étude de faisabilité, donc une garantie technique. Vous devez avoir une garantie financière par rapport aux fonds propres, mais finalement, évidemment, la garantie matérielle n'est pas l'élément qui va déclencher le décaissement du crédit. On demande la garantie matérielle juste pour que nous puissions couvrir le crédit, mais tout en sachant que le zéro n'existe pas. Sinon, la vraie garantie du banquier, c'est la garantie technique, la couverture des risques, et bien sûr, en dernier ressort, on peut demander le titre foncier. Donc, au niveau des garanties, j'allais dire qu'il y a des garanties internes et externes. Donc, il y a plusieurs types de garanties que vous pouvez trouver dans le livre que nous avons écrit, Investissement et financement, rédigé par Émeric Taïra-Dibomba. Alors, voilà, résumé, chers amis, tout ce que nous pouvons dire au niveau, sinon à propos de l'investissement et financement. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez comme on dit, abonnez-vous et faites également des commentaires parce que nous n'avons pas la science infuse malgré notre expérience professionnelle et bien sûr tout ce que nous connaissons. Ciao!